La matinée, sur tout le littoral et même dans l'intérieur, on a eu quelques flocons de neige à 1200 mètres. Et puis dans l'après-midi, les éclaircies se développent. Elles sont de plus en plus belles, de plus en plus franches au fil des heures et notamment sur le littoral. Le vent de secteur est-nord-est à 50 km/h sur la Balagne, 40 sur nos massifs et vers l'extrême sud de la Corse, 30 sur le Cap Corse. Donc la mer sera globalement agitée, peu agitée sur la façade ouest et la façade est. Les températures au meilleur de la journée, un joli 16 à Ajaccio, à Calvi, 12 à Corté, 15 à Bastia, à San Giuliano, Bonifacio et Sartène. L'évolution de ce temps printanier pour les 2 prochains jours. Du soleil mercredi, quelques nuages dans l'intérieur, le vent de secteur est-nord-est faiblit et puis ce beau soleil est de plus en plus franc à partir de jeudi. Il va réchauffer l'atmosphère. 17 sera la moyenne en ce qui concerne les maximales. Bon appétit, très bel après-midi. À ce soir. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un Stana parce que c'est facile à utiliser et innovant. Comme moi, faites confiance au leader mondial des montes-escaliers. Appelez Stana au 0800 801 064. 0800 801 064. Choix des lignes, choix des couleurs. Pour personnaliser votre Stana à plaisir, Stana, c'est 6 nouveaux motifs design. Appelez Stana au 0800 801 064. Le repas est prêt, les enfants. Encore la même chose. On va manger chez Claire. Oh, c'est Jack! Vous voulez goûter quelque chose de différent qui est aussi bon que les pâtes et qui change? Alors voilà, Ebly. Démonstration arrière. On verse, on cuit 10 minutes, on rajoute de la sauce tomate. Ebly, c'est tout. Merci, Jack. De rien. On peut inviter Claire, s'il te plaît. Ebly, pour changer des pâtes, c'est tout naturel. Aujourd'hui, vous pensez qu'une machine à laver ne tombe plus en panne à cause du calcaire? Ça n'est pas tout à fait vrai. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, comme c'est arrivé à Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour. Vous êtes mère de 3 enfants, dont un ado de 16 ans. Vous, la panne, vous l'avez vécue. Oui, il avait besoin d'une chemise. J'ai donc mis une machine en route. Oui. On a entendu du bruit, on est venu voir, et là, cata, la piscine, partout. L'inondation. L'inondation. J'ai voulu ouvrir le hublot était coincé à cause de la sécurité. Il a fallu appeler un plombier et ça m'a demandé 24 heures avant qu'il se déplace. Il a réussi à vous dire d'où venait la panne? La panne venait du calcaire. Une pièce à l'intérieur de la machine a cédé à cause du calcaire. Vous n'utilisiez pas de produit anti-calcaire? Si j'utilisais Calgon, mais je l'ai fait que 3 mois. Après, je suis pas sérieux, j'ai tout arrêté. Et selon vous, c'est le fait d'avoir arrêté d'utiliser Calgon qui a posé un problème? C'est ce que le plombier a dit. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Je suis sérieux, je mets du Calgon à chaque machine. Je touche du bois, tout fonctionne. Merci beaucoup Bérangère. Je vous en prie. Si vous voulez prolonger la durée de vie de votre machine à laver, retrouvez-nous sur calgon.fr. Quand la santé va, tout va. Le laboratoire Teva s'est engagé avec des valeurs fortes dans la recherche sur le cancer, l'asthme, les maladies neurologiques et la santé de la femme. Teva, c'est aussi le leader mondial des médicaments génériques. Teva, quand la santé va, tout va. Laisse-toi tenter par Plantafin Tendre Mousse. Sa texture délicieusement fouettée est si gourmande qu'elle offre un goût exquis, sans égal. Plantafin Tendre Mousse, irrésistible tout simplement. Pour éviter ce genre de galère, c'est toujours bien d'avoir du Desktop Turbo chez soi. Desktop Turbo, avec son gel ultra concentré, débouche vos canalisations en 5 minutes chrono. Desktop Turbo. Et contre les odeurs que vous n'avez pas invitées. Desktop Entretien Javel élimine les bactéries et débarrasse vos canalisations des mauvaises odeurs. Desktop Entretien. Vous êtes bien sur France 3 Corse via Stel. Et on va parler justement de l'accueil de bébés aujourd'hui. Des questions techniques, des réponses pratiques. Tout de suite dans Prima Insieme. Des pêcheurs sans poissons. C'est dans cette triste situation que se trouvaient il y a 7 ans les pêcheurs de la petite île d'Innisbofine et des îles du nord-ouest de l'Irlande. Une décision du gouvernement irlandais s'appuyant sur une réglementation européenne leur interdisait de pêcher saumon, cabillaud et merlan, c'est-à-dire les seules espèces que ces insulaires pêchaient depuis des décennies.
Refusant une telle fatalité, une poignée d'irréductibles entament une croisade aux 4 coins de l'Europe jusqu'à Bruxelles pour sauver leur vie. Dans Horizonte, cette semaine, nous allons suivre l'un d'eux, John O'Brien. Son histoire est racontée dans Pêcheurs d'Irlande, menace sur l'avenir, réalisé par Loïc Jourdain. Pêcheurs d'Irlande, suivi du débat sur l'avenir de la pêche en Corse, c'est dans Horizonte ce soir sur France 3 Corse via Stella. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mais toujours en compagnie d'Emmanuel Léopold, qui sera désormais avec nous. Hein. Bonjour, Chaque bonjour. lundi et mardi. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des temps. Non. Une fricassée qui vient de se faire, la d'agneau, avec Serge Emery. Honnêtement, Marina, il n'y a que Marina qui a eu le droit de goûter, parce qu'il fallait qu'on garde le plat intact. Elle a dit que c'était délicieux, donc n'hésitez pas à la refaire chez vous. On va parler de toute autre chose dans Prima INSEE, mais grâce à vous, Emmanuel, on va parler de quoi? Eh bien, nous allons parler de grippe. Et l'objet du jour, l'objet que je vous présente, c'est cette petite chose qui est un kit de prélèvement nasopharyngé. On va en savoir un petit peu plus. Ça va nous permettre d'identifier le virus qui nous attaque. D'accord. Et pour cela, nous allons recevoir un duo d'expertes et un médecin. Bon, on va le chercher tout de suite. Allez, on y va. Allez, on parle de notre corps, puisque c'est notre corps qui nous occupe chaque mardi. C'est désormais à votre place. Hein, et je vais accueillir donc nos duos d'expertes. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Enchanté. Entrez, entrez, ne soyez pas timide, prenez vos places. Bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes le docteur. Bonjour, prenez place. Je vous laisse présenter, Emmanuel. Alors c'est parti, alors comme d'habitude, honneur aux dames. En plus aujourd'hui nous sommes en majorité, donc voilà. Alors on a Alessandra Fall qui est épidémiologiste, virologue, maître de conférence à l'Université de Corse. Et puis vous avez une passion, c'est la cuisine. Vous connaissiez la fricassée d'agneau qu'on vient de faire à midi? Vous avez regardé l'émission ou pas? J'ai mangé, mais j'ai jamais cuisiné. Ah, vous adorez la cuisine, mais vous adorez plutôt manger, vous, alors? Non, oui, non, mais la fricassée aussi, mais cette recette, je ne la connais pas parfaitement. Et vous venez d'où en Italie? Sardaigne. De Sardaigne. Et d'où en Sardaigne? Cagliari. Cagliari, d'accord, de tout au sud, donc. Voilà, tout à fait. À sa droite, nous avons Laetitia Minaudier, qui est ingénieure d'études épidémiologiste. Quant à elle, sa passion, son signe particulier, c'est la photo. Alors, je lui ai posé la question de savoir si elle photographiait ces petits virus en laboratoire. Pas du tout. Au contraire, c'est pour sortir de ça, quoi. Passion de photographier des virus. Non, justement, pas du tout. Et puis, nous avons notre spécialiste du jour, c'est le docteur Guidicelli, qui a fait une longue route pour venir nous voir sur ce plateau. Merci encore. Et puis, vous êtes, en signe particulier, médecin de campagne. Oui, je crois. Ce qui se fait de plus en plus rare. Donc, bravo déjà, hein, on dit bravo. Oui, et merci de sillonner les routes de Balagne et même au-delà pour le bien-être de tous ces patients. Donc on va parler du réseau Sentinelle. Oui, on va parler du réseau Sentinelle. Avant qu'on pose des questions, déjà, n'hésitez pas à envoyer des tweets ou sur Facebook. Regardez, le thème de l'émission s'affiche. N'hésitez pas. Voilà. Manu. Alors, le réseau Sentinelle... Emmanuel, s'il vous plaît. Le réseau Sentinelle, c'est un réseau de surveillance donc, épidémiologique. Il y a d'abord une entité nationale. Est-ce que, Alessandra, on peut avoir un petit historique, justement, de ce réseau? Oui, donc comme tu disais, effectivement, le réseau Sentinelle est un réseau de médecins généralistes libéraux qui sont répandus un peu partout en France, qui a été créé donc, en 1984 grâce à un partenariat entre l'INSERM et l'Université Pierre-Marie Curie. Et donc, les médecins qui participent à ce réseau s'appellent médecins sentinelles, puisqu'en fait, leur objectif est de surveiller différents indicateurs de santé, et en majorité donc, infectieux. Et donc, ils participent grâce à leur travail. En fait, on peut surveiller en temps réel les épidémies, comme par exemple des grippes et gastroentérites. Et ils participent aussi à des enquêtes ponctuelles qui sont commanditées par l'Institut des veilles sanitaires. D'accord. Donc ça, c'est l'entité nationale. Exact. Alors, créée en 1984. En quelle année a été créé le réseau en Corse? Donc, le réseau Sentinelle en Corse existait déjà en 1984, mais il était composé que par 3 médecins généralistes. Donc, ce qui était peu. Voilà. Et du coup, en 2005, grâce à un partenariat entre l'INSERM et l'Université de Corse,
il a été décidé donc, de renforcer finalement cette surveillance de pathologies infectieuses qui étaient donc, auparavant finalement inexistantes en Corse. Et du coup, donc, l'objectif principal a été de développer cette antenne du réseau Sentinelle et donc de faire connaître aux médecins finalement ce réseau et de les inciter à participer. Vous parliez tout à l'heure, il y a quelques secondes, des indicateurs de santé. Quelles sont les maladies qui sont surveillées pour peut-être donner une photographie de la santé d'une population, c'est ça? Donc, il y en a 8 à ce moment. Le premier indicateur que tout le monde connaît, c'est la grippe, voilà. Ensuite, on va développer un peu plus tard. Voilà. Ensuite, donc, il y a les diarrhées aiguës, il y a la varicelle, les zonas, la maladie de Lyme, il y a l'urétrite masculine, qui est une maladie donc, sexuellement transmissible, et il y a un indicateur qui n'est pas infectieux, qui est la tentative de suicide. Et tout cela nous donne une photographie assez exacte de l'état de santé global d'une population. Oui, une tendance, disons, de qu'est-ce qui se passe finalement voilà, en France par rapport à ces pathologies. En Corse, on a combien de docteurs? Vous êtes parmi les 50 médecins sentinelles sur les réseaux corses. Est-ce que c'est suffisant pour donner une statistique assez robuste? Une photographie. Oui, d'abord, je voudrais rendre hommage justement à tous mes collègues que je représente ici, puisqu'on est 50. On est, je crois, 1200 sur le plan national. Vous voyez l'importance du réseau Sentinelle Corse. C'est important, pourquoi? Parce que c'est un climat insulaire et qu'il a fallu toujours défendre un peu plus ici par rapport au continent. Parce qu'on a toujours été pris de court, souvent. Comment pourrait-on renforcer la participation des médecins? Avec 50 médecins sentinelles, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, les règles statistiques interviennent et vous savez que pour justement utiliser les règles statistiques, il faut un certain nombre de sujets d'un échantillon. Et je crois qu'on a largement le nombre suffisant. Emmanuel, je crois qu'on a des cartes, donc grâce à vous, on a ce genre de carte en fait. On voit exactement où on est, par exemple, la gastro. La gastro en Corse, voilà, là, semaine 9, c'était quand? C'est en ce moment? C'est quand la semaine 9? Non, c'était la semaine dernière. C'est la semaine dernière. La semaine dernière. On voit là, donc, c'est sur Ajaccio et sur Bastia où il y a le plus de gastroentérites? Ou c'est là où il y a le plus de médecins qu'on voit qu'il y a le plus de gastroentérites? Non, je peux vous dire que sur le plan personnel, si vous voulez, la gastroentérite, je fais quelques villages de l'intérieur. Il y a également dans les villages de l'intérieur, notamment Castifar, Motifar et sur Pontenov, des cas de gastroentérite actuellement aussi. Donc ça, c'est la gastro. Et puis on a quoi aussi? On a pris la varicelle. La varicelle aussi, on voit que... là, alors pour le coup, la varicelle, c'est encore Bastia, décidément, et plutôt l'extrême sud. Donc là, on a vraiment une photographie à l'instant T d'où en est l'épidémie. La varicelle, c'est plus facile, c'est parce que ça quand même tropisme essentiellement enfants. Donc, vous aurez beaucoup plus de cas de varicelle sur les grandes villes, là où il y a beaucoup d'enfants, et moins dans les villages de l'intérieur, peut-être moins d'enfants. Mais si j'ai bien compris, Emmanuel, c'est que chaque patient qui vient chez vous et qui a un symptôme de varicelle, de gastro, vous mettez une petite croix et vous envoyez ça, vous mettez ça sur un site. C'est comme ça que ça se passe, en fait? Ça, c'est dans le meilleur des cas. Vous savez qu'on peut toujours tendre vers l'impossible, mais on ne peut jamais l'atteindre. Non, en fait, c'est toujours très chronophage. Disons qu'on s'astreint à faire un prélèvement nasopharyngé pour la grippe, et on signale également, théoriquement, en fin de journée, des cas de varicelle ou de gastroentérite. On ne peut pas prendre les 8 indicateurs, c'est beaucoup trop, quoi. Donc on essaie de le faire. Mais quand bien même, il y a des fois des temps où vous êtes en urgence, vous êtes sorti du cabinet, vous rentrez le soir, c'est toujours difficile. Mais sur les 50 médecins, si vous voulez, on approche de la réalité de terrain. Alors justement, vous parliez de ce prélèvement. Donc ce prélèvement, ce kit est envoyé par le laboratoire. Et puis alors on va voir ce que deviennent ces prélèvements. Exactement, ça arrive à Corté, hein, ça arrive chez vous, chez les filles là. Et puis regardez, je parlais d'experts tout à l'heure. Écoutez. Vous allez bien comprendre. Bienvenue au laboratoire de biologie. Je vais vous montrer comment ça se passe dans notre laboratoire. On est le seul laboratoire de biologie à être associé donc, à une antenne du réseau Sentinelle. C'est donc une grande chance pour nous, puisqu'en fait, cela nous permet de mettre en place une surveillance virologique. Et c'est grâce à ce laboratoire qui est universitaire qu'on a pu donc, mettre en place la surveillance virologique, notamment de syndrome grippaux. Donc, une fois qu'on a reçu les prélèvements, grâce à ces enveloppes précambrées qui sont destinées en fait, aux médecins, on analyse donc les prélèvements ici et Laetitia donc, est en train de traiter donc, les prélèvements qui sont arrivés aujourd'hui.
la première étape, c'est bien terminé. Maintenant, je vais récupérer donc, les échantillons dans lesquels, normalement, on va retrouver donc, l'extrait avec l'ADN ou l'ARN viral. Je vais amener tous ces échantillons dans l'autre pièce pendant que, en fait, Laetitia préparera une solution qui nous permettra de mettre en évidence s'il y a vraiment des virus ou pas dans les prélèvements qu'on a reçus, donc, par exemple, aujourd'hui, de la part donc, des médecins sentinelles. J'ai numéroté les échantillons. Maintenant, Laetitia va mettre 5 microlitres de chaque échantillon dans la plaque qui vient de préparer et ensuite on la mettra donc, dans les robots comme elle va vous montrer. Les souches en fait, qui sont isolées à partir de ces prélèvements nous permettent de voir si le traitement antiviral est efficace, c'est-à-dire si les souches ne sont pas résistantes à ces traitements, et d'autre part de voir si les souches isolées sont proches de la souche vaccinale. Cette courbe indique une positivité, c'est-à-dire qu'il y avait une charge virale au niveau donc, de l'échantillon. Et donc, en fait, chaque couleur correspond à un virus différent. Cette analyse nous permet de mettre en évidence aux alentours d'une vingtaine de virus respiratoires. C'est-à-dire que là, Laetitia, il y a une vingtaine de virus respiratoires qui traînent en Corse, c'est ça? Alors non, nous, on fait en fait en routine l'analyse, on analyse nos prélèvements en routine pour rechercher, détecter une vingtaine de virus respiratoires. Après, on ne trouve pas forcément tous les virus. Après, ça dépend des périodes, ça dépend un petit peu de leur circulation. Combien il y en a donc là, dans l'air en Corse, là? Vous pouvez le dire ou pas? Après, Non, c'est hyper secret. En antenne. Tout le monde va être en panique. Non, combien? Non, en moyenne, on trouve peut-être, on va dire, il y a combien? 5-6 virus qui tournent? Oui, entre 5 et 6 virus. D'accord. On l'a vu, H1N1, c'est la grippe, donc. Hein, voilà, Oui, donc à ce moment, on a voilà, les virus de la grippe A qui circulent, donc il y a H1N1 et H3N2. Et on a aussi quelques rhinovirus qui circulent, quelques métapneumovirus, mais voilà, c'est des virus respiratoires. Et une question qui m'intéresse, est-ce que quand on a eu H1N1, c'est-à-dire la grippe, on peut avoir le H3N2? Est-ce qu'on peut avoir les deux virus de grippe dans la même année ou dans le même mois? C'est-à-dire être infecté par les deux virus? Oui, par les deux virus, oui. Non. Le malade, non. Non. Ah non, une fois qu'on a eu le même, c'est d'accord. On développe une immunité de toute façon après. Vous avez c'est un petit truc. H, c'est les magglutinines. Ce sont des protéines de surface. Et N, c'est une neuraminidase. Il y en a 9. Donc quand vous conjuguez les deux, vous avez autant de chances que si vous gagnez au loto. C'est pour vous dire combien il y a de peurs. Moi, j'ai jamais gagné au loto. Mais il n'y en a que quelques-unes qui circulent chez l'humain. Voilà. Donc cette année, elle vous l'a dit, H1N1 et H3N2. D'accord. On va voir peut-être un petit peu où en est l'épidémie en ce moment. On a des cartes comparatives que vous pourrez peut-être nous commenter. Là, on est sur la semaine dernière, c'est ça les filles? Oui. Oui, là, on est en semaine 09. Qu'est-ce que... Elle est en retard, l'épidémie, cette année? Oui, en fait, elle a commencé très tardivement, comparé à l'année dernière, par exemple. L'année dernière, donc en elle avait commencé en 2012, en semaine 52. Et elle avait duré 13 semaines d'épidémie. Là, cette année, donc, elle a commencé en 2014 et elle a commencé en semaine 5. Donc vraiment très tardivement comparé à l'année dernière. Et voilà, donc on est toujours en période épidémique actuellement. D'accord. Elle est plus méchante? Elle est plus méchante que l'année dernière? Elle est plus gentille? Non, disons qu'il y a eu beaucoup moins de cas cette année que l'année dernière. C'est-à-dire que on va dire que les pics épidémiques sont beaucoup plus faibles. Après, voilà, elle n'est pas encore finie. Donc, Est-ce que ça ne pose pas un problème quant à la vaccination lorsque les maladies arrivent un petit peu tardivement, on est couvert pendant combien de temps après la vaccination, docteur? La vaccination, quand vous recevez le papier pour aller chez le médecin ou chez l'infirmier pour vous faire vacciner gratuitement, vous serez surpris, ça commence au 15 septembre, fin septembre. Et ça peut aller jusqu'à fin mars. Ça veut dire que, en fait, la France... plusieurs fuseaux horaires au point de vue viral. Ouais. Voilà. Mais en fait, en Corse, on vaccine essentiellement fin novembre, début décembre, compte tenu que la grippe arrive toujours, on vous l'a dit, dans les fin décembre, début janvier, voire février, et que le vaccin de la grippe protège vraiment bien pendant 3 mois. Après, ça écrète doucement, et au point de vue immunité, ça descend.
Alors avant, on parlait tout à l'heure, avant l'émission, de ce trio qui existait entre le médecin, le pharmacien et l'infirmier. Aujourd'hui, il y a eu un petit divorce. Pour des raisons d'économie, si vous voulez, il n'y a plus cette triplette. Hein. Ouais. Voilà. Souvent, les malades reçoivent le papier pour aller directement chez le pharmacien et chez l'infirmière. Bon, c'est bien, on n'a absolument rien contre les infirmières, mais si vous voulez, il y avait d'abord un examen médical. Bon, et si vous voulez, dans cet examen médical, vous éliminez non seulement des affections respiratoires, des affections fébriles, etc., et vous posez la fameuse question que nous posons plusieurs, parce qu'on me l'a posée, c'est avez-vous eu des troubles intestinaux dans les jours qui précèdent? On sait très bien maintenant que l'intestin est un troisième cerveau, et si vous voulez, qui fait office de tri. Si vous vaccinez trop vite après une gastroentérite, la réponse immunitaire est moindre. D'où l'explication de cas de grippe qui passent. Et peut-être de complications. On va peut-être pas aller si loin, mais voilà. D'où l'intérêt de venir voir son généraliste avant d'aller se faire vacciner, peut-être, si on a eu un syndrome intestinal. Ou d'en discuter avec son infirmière, mais disons qu'il faut... Il faut donner son état général, voilà. état général avant la vaccination. Voilà. Voilà. Ça, c'était une recommandation que voulait faire le docteur. Alors, on a 10 millions de personnes qui sont concernées par ces fameux bons de vaccination gratuite. Qu'est-ce que vous recommanderiez à tous les autres? Ce que je recommande, c'est que d'abord, il faut avoir des paroles actées. Ce que je me recommande à moi. Ouais. Moi, je suis vacciné, comme beaucoup de collègues. Et le corps médical, je pense qu'il a une pénétration de vaccination assez importante, je crois 70-80%. Donc, si vous avez un travail qui va vous amener au contact de personnes à risque, notamment les enfants ou les personnes âgées, et donc là, il y a les corps enseignants et puis le corps médical et la santé publique au sens très large, je pense qu'il faut vacciner. Maintenant, il faut quand même bien dire qu'avec les moyens actuels, si vous avez entre 25 ans et 50 ans que vous attrapez la grippe, vous allez rester un petit peu au lit. Ça représente un coût au niveau économique, mais pas trop au niveau santé. Il y a très peu de complications quand même. Alessandre et Laetitia, vous risquez d'être contaminés, vous, par la grippe, à force de fréquenter les microlitres, là, ou pas? Donc déjà, on manipule avec beaucoup de précautions. Oui. Et donc, on est vaccinés. Vous êtes vaccinés toutes les deux, hein? Donc jamais malade? Non. En tout cas, pas la grippe. Pour l'instant, non. Voilà. Ok, et si on veut pas, de toute façon, si on veut pas se faire vacciner, mais qu'on veut pas être contaminé, il y a des précautions à prendre, peut-être, non? Parce que moi, je me suis pas fait vacciner, je sais pas vous, Moi non plus, non. Non? Précautions simples, quoi, vous avez toujours des anti-neuraminidase. Parce qu'on a vu, je vous coupe, mais on a vu sur les cartes que vous nous avez montrées, quand il y a un foyer infectieux, il y a vraiment le foyer infectieux. On a vu que la varicelle, c'est vraiment Bonifacio, la grippe, on voit que c'est vraiment Ajaccio. Effectivement, une épidémie, elle est vraiment tout autour de nous, hein. Donc... Oui. Non, si vous voulez intervenir, vous avez deux façons. Soit vous vaccinez et vous avez une activité immunitaire qui va jouer par le biais des anti-neuraminidase, enfin les deux décrypté. Capsulaires. Bon. Mais vous pouvez toujours également intervenir au moment où ça se passe avec du Tamiflu. C'est un anti-neuraminidase. Mais le Tamiflu va entraîner des effets secondaires aussi. Il peut entraîner des petits gastro, des problèmes digestifs. Et donc, c'est toujours un peu délicat de le donner à des gens qui sont déjà un peu délétères, qui sont fragiles. Voilà. Donc, on réserve, si vous voulez, le Tamiflu, c'est une recommandation de pratique au niveau national, pour des gens à risque, les personnes âgées ou les enfants en bas âge. Et puis, de toute façon, vraiment dans les premières heures, les 24 premières heures, c'est ça? Tout à fait, vous avez raison, il faut intervenir dans les 24 à 36 premières heures. Sinon, après, l'activité, la multiplication du virion, qui est presque algorithmique, c'est-à-dire 10 milliards en l'espace de quelques heures, est dépassé. Une fois que vous avez eu, pardon, Luc, je vous en prie. Une fois que vous avez eu les résultats des analyses de nos charmantes expertes, votre prise en charge ne changera pas, mais puisque vous avez les résultats peut-être quelques jours plus tard, peut-être trop tard, mais ça vous donne vous aussi, ça vous sert tout ça? Oui, parce que justement, j'allais dire, concrètement, ça sert à quoi de savoir qu'il y a l'épidémie sur Ajaccio et sur Bonifacio? Alors, il y a deux services. Il y a un service rendu et un service perçu, très vite. Un service rendu, c'est-à-dire que quand on voit un malade, on l'examine, on a un diagnostic supposé. Oui. Bon. Mais quand vous avez une PCR que vous recevez 5-6 jours après qui vous dit oui, en effet, c'était un H1N1 ou un H3N2, vous êtes sûr que ce tableau clinique que vous avez, d'accord, qui se répète, c'est ça. Et donc, vous êtes plus sûr et vous apportez un diagnostic conforme au patient. Et puis, vous avez un service perçu, c'est que, quelque part, ça vous fait croire que vous entrez dans le progrès médical.
vous avez vu comment ces techniques sont très élaborées. Donc, quand on est médecin de campagne comme moi, qu'on est dans son petit cabinet, etc., participer à une grande œuvre et pouvoir donner à un temps, d'accord, toutes les données qui permettront de voir s'il y a une mutation ou une transcription pour pouvoir prévoir ensuite les vaccins à venir, c'est quelque chose qui Oui, qui est valorisant, mais ça peut être valorisant aussi pour vous qui nous regardez, pour nous aussi, puisque c'est une mission qu'on peut remplir nous-mêmes, je crois savoir, grâce à GripNet, Emmanuel. Alors GripNet ne se substituera pas, bien sûr, aux données que pourra recueillir un médecin dans son cabinet, mais en tout cas va toucher une certaine frange de la population qui ne va pas consulter parce que peut-être pas à risque, qui ne fait pas partie de ces gens peut-être à risque, donc est stressé. Non, GripNet, c'est simplement tout un chacun qui va sur un site internet, on va le voir, son état de santé. Voilà, simplement, on s'inscrit tout bonnement. Je crois qu'il y a même le caméraman qui vous a accompagné sur ce sujet. Et vous aussi. Ouais. Donc voilà, on voit gripnet.fr, on voit un petit peu que la Corse, on est moins dans le site, mais on a quand même un bon taux de participation, Laetitia. Et surtout ça qui est intéressant, voilà, oui, bien sûr. Ouais, en Corse, on a la chance avec GripNet en fait, d'avoir un excellent taux de participation de la part de la population. Après, voilà, comme vous avez dit, c'est un site en fait, qui permet à tout un chacun de s'inscrire et de participer donc à la surveillance de la grippe d'une part, mais aussi à la recherche, parce qu'on utilise aussi les données qu'on recueille sur GripNet pour des projets de recherche. Et voilà, donc chacun en remplissant toutes les semaines un petit questionnaire assez simple, très rapide, qui prend 1 ou 2 minutes, en précisant voilà, les symptômes qui ont été perçus pendant la semaine. Nous, derrière, ça nous permet de faire voilà, des calculs statistiques avec ces données. Et donc, en fait, ça vient un petit peu en complément de ce qu'on récupère auprès des médecins généralistes avec le réseau Sentinelle. Et d'ailleurs, on n'a pas vu, il y avait une petite carte où on voyait que ça correspondait d'ailleurs, ce que mettait GripNet, les symptômes grippaux qu'ils mettaient, ça correspondait vraiment à vous, ce que vous mettiez avec le réseau Sentinelle. Toutes les semaines, on a un petit questionnaire à remplir, qu'on soit malade ou pas, et on met quoi J'ai mal à l'œil, j'ai mal au cou, qu'est-ce qu'on met? En fait, c'est une liste de symptômes, toute simple, voilà, toux, mal à la gorge, mal à la tête, voilà. Et il suffit de cocher en fait les symptômes qu'on a perçus pendant la semaine. Donc s'il n'y a pas eu de symptômes de ressenti, il suffit de cocher, pas de symptômes. Et c'est tout. Après, nous, on envoie toutes les semaines une newsletter à toutes les personnes inscrites pour les rediriger directement sur le questionnaire pour pas qu'elles aient à faire la manipulation toutes les semaines, de retourner sur le site. Donc voilà, c'est très simplifié. Mais comment vous expliquez qu'il y ait tant de succès en Corse? Parce qu'on a vu, il y avait des statistiques. Haute-Corse, d'ailleurs, la Haute-Corse plus que la Corse du Sud. Mais la Corse est en tête de toutes les régions françaises. Comment vous l'expliquez qu'il y ait cet engouement insulaire? Parce que ça fait déjà 2 ans qu'il y a de la communication qui est faite derrière ici au niveau régional et voilà, on arrive à toucher la population. Donc, Alessandra, pour revenir sur le recueil des données donc de tout à l'heure, on a oublié quelque chose. Où vont ces données? Donc, elles vont à l'INVS, Institut national de veille sanitaire, puis qui les transmet carrément. Alors, en fait, donc, les données virologiques, d'accord, donc les données qui sortent de notre laboratoire sont transmises chaque semaine au CNR, c'est-à-dire le Centre national de référence de la grippe. Sont publiées dans un bulletin national. Et après, le CNR transmet en fait ces données à l'OMS. À l'OMS, carrément. D'accord, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a un bulletin mondial donc, qui est publié. Donc voilà, dans notre petit laboratoire, grâce aux médecins, on participe finalement à cette surveillance qui a une ampleur quand même. Oui, parce qu'on meurt encore de la grippe, vous le disiez bien sûr. Des cas, oui. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, puisqu'il nous reste quelques minutes d'émission, c'est intéressant de voir l'association qui est entre l'Université de Corse, dont vous faites partie toutes les deux, et le réseau Sentinelle. Et ça, je crois que c'est quasi unique en France, par contre. Expliquez-nous pourquoi. En fait, on est la seule antenne donc, du réseau Sentinelle à être associée donc, déjà à l'université et surtout à avoir un laboratoire de virologie qui est finalement au service de cette antenne. Il y a d'autres projets de recherche qui sont menés au sein de ce laboratoire, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on est très liés donc, au projet du réseau Sentinelle et donc, du coup, à tout le travail qu'ils font quotidiennement les médecins Sentinelle. Que je répète, fait de façon volontaire, donc c'est justement gratuite, que pour la santé publique, donc pour la recherche. Et voilà, on remercie le Dr Guidice d'être là, bien évidemment, qui représente les médecins, mais tous les médecins sentinelles qui participent chaque semaine à cette action de santé publique et de recherche. Mais ceci dit, si j'ai bien compris, la grippe est différente chaque année. Donc tous les ans que vous faites les mêmes gestes, alors effectivement on a l'impression de faire progresser la recherche, quoi qu'il en soit c'est un travail qui ne sert pas vraiment à grand chose, puisque tout ce que vous avez fait cette année, l'an prochain, ça va être remis à zéro, les compteurs à zéro ou pas? Alessandra? Non, c'est pas du tout ça en fait.
On ne peut jamais prévoir finalement l'ampleur d'une épidémie ou quel virus grippal va circuler, puisqu'en fait, chaque année, les virus mutent. Donc, en fait, même si on a déjà une composition du vaccin qui est préétablie au mois de février, et finalement, on n'est jamais sûr à 100% que les souches qui seront contenues dans le vaccin seront les mêmes qui circuleront donc, pendant la période hivernale. Donc, il faut se faire vacciner, bien évidemment, pour se protéger, mais il est clair que, comme le disait Dr Guidicelli, on ne peut pas être sûr à 100% de cette efficacité, justement puisque le virus peut muter et donc l'efficacité peut diminuer. Mais ça ne veut pas dire donc que le vaccin n'est pas efficace. Peut-être qu'il nous protégera un peu moins et on aura un syndrome grippal qui sera moins grave chez les personnes fragiles. Voilà. Je crois que le docteur voulait rajouter Les quelque virus chose. de la grippe se multiplient, on l'a dit, à une vitesse algorithmique, très très rapide. Bon, toutes les 10 000 replications, chaque fois qu'ils se multiplient, il y a une erreur. Sauf que les cellules qui sont eucaryotes avec une capsule, donc l'éliminent. Mais on a un système humain qui corrige l'erreur. Par contre, toutes les 10 millions, l'erreur passe. D'accord. Or, comme il y a des milliards de replications, vous voyez qu'il y a des mutations possibles. On appelle ça une épidémie. Sauf que quand il y a une translocation, quand il y a un truc qui vient complètement différent, H1N1 ou H1, par exemple, N5 ou N6, je vous ai dit 15 et 9, là, ça fait très mal. Bon, mais grâce à Dieu... Je crois qu'on a juste le temps de passer une réaction téléspectateur, si vous voulez, ou plutôt réaction internaute. Voilà, regardez. C'est Marie Buffa qui dit ça. De toute façon, les épidémies n'en font qu'à leur tête. Donc, c'est une façon de répondre à Marie Buffa. Elles ne font pas qu'à leur tête? Figurez-vous que c'était pas moi, c'est un des plus grands médecins du siècle dernier qui disait que les épidémies de virus, il y en a 4 fois plus que les microbes. Et les microbes, il y en a 5 fois plus que les humains, etc. Un truc comme ça. Hein. Donc le combat semble perdu d'avance. C'est pour ça qu'il faut faire pas très attention, parce que les virus ont une intelligence. Vous savez que le virus du VIH, le virus du sida, est extrêmement performant, puisqu'il mute, il change très vite, d'accord? Et qu'on s'en sert, excusez-moi, très vite, dans la maladie de Parkinson, on a équipé ce virus qu'on a complètement rendu inoffensif avec des substances qui vont fabriquer de la dopamine dans le cerveau. Bon, alors, Prochaine émission. On va pour parler du VIH, NCG en tout cas. Merci, mademoiselle. Merci. Monsieur. Bon retour du côté de chez vous, et vous aussi d'ailleurs. Hein. Et nous, Manu... on a 10 secondes, elles doivent dire bonjour. Ah, bah alors, vite. Bonjour à qui? Bonjour à qui? Bonjour à ma famille. Et vous, Laetitia? Je veux dire bonjour à Titi et Nano. Voilà, c'est fait en même temps, juste. Bravo. Ah, c'est fini. Bonjour à ces malades. Ne le cherchez pas, il est pas venu. 224 bourses Leonardo da Vinci proposées par Pôle emploi en 2014. Elles permettront à des demandeurs d'emploi de bénéficier d'une immersion de 3 mois dans une entreprise d'un État membre de l'Union européenne. La priorité sera accordée aux jeunes les moins qualifiés, aux chômeurs de longue durée et aux seniors. Vous êtes intéressé? Parlez-en à votre conseiller Pôle emploi. Pôle emploi d'Ajaccio recherche un commis de cuisine, un réceptionniste en hôtellerie, un serveur de restaurant, un aide-soignant et un employé à domicile. Pôle emploi de Bastia recherche 2 bouchers, un cadre santé d'unité de soins, un cuisinier et un aide-soignant en gériatrie. Vous pouvez contacter Pôle emploi au 39 49. France 3. Madame, Monsieur, bonjour. Les nuages d'altitude étaient nombreux dans la matinée, surtout le littoral et même dans l'intérieur. On a eu quelques flocons de neige à 1200 mètres. Et puis dans l'après-midi, les éclaircies se développent. Elles sont de plus en plus belles, de plus en plus franches au fil des heures et notamment sur le littoral. Le vent de secteur est-nord-est à 50 km/h sur la Balagne, 40 sur nos massifs et vers l'extrême sud de la Corse, 30 sur le Cap Corse. Donc la mer sera globalement agitée, peu agitée sur la façade ouest et la façade est. Les températures au meilleur de la journée, un joli
16 à Ajaccio, à Calvi, 12 à Corté, 15 à Bastia, à San Giuliano, Bonifacio et Sartène. L'évolution de ce temps printanier pour les 2 prochains jours. Du soleil mercredi, quelques nuages dans l'intérieur, le vent de secteur est-nord-est faiblit et puis ce beau soleil est de plus en plus franc à partir de jeudi. Il va réchauffer l'atmosphère. 17 sera la moyenne en ce qui concerne les maximales. Bon appétit, très bel après-midi. À ce soir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité corse de ce mardi 11 mars, nouvelle action des salariés de Socopan. La boulangerie industrielle installée à Baleone et près d'Ajaccio est menacée de liquidation judiciaire. Les 35 employés inquiets pour leur avenir ont mis en place des distributions de tracts ce matin. Une réunion entre les principaux clients et le directeur de l'usine aura lieu sous l'autorité du préfet. En politique, Georges Mella en tête des intentions de vote à Porto Vecchio. C'est le résultat du sondage Opinionway pour France 3 Corse VST, la Corse Matin et RCFM. Quels que soient les cas de figure, le maire sortant de droite serait réélu en battant la liste d'union de gauche et nationaliste de Jean-Christophe Angelini. Michel Giras, qui de Corsica Libera pourrait se maintenir au second tour. Pierre-Simon Paul, Thierry Guespin. Une sérénité affichée pour Georges Mella. Et pour cause, le maire sortant est donné vainqueur dans tous les cas de figure. Dès le premier tour, il devance son principal opposant Jean-Christophe Angelini de 6 points. Le candidat indépendantiste Michel Giras qui ferme la marche en se maintenant au second tour avec 10%. Une avance conséquente donc pour Georges Mella. Ce qui m'intéresse et m'intéresse surtout, depuis que je suis rentré en campagne, ce sont les bonnes informations qui remontent, ce sont les bonnes discussions que j'ai avec l'ensemble des porto-vecchiais et des porto-vecchiaises qui comprennent le sens de la démarche qui a été la mienne. L'ordre ne change pas au second tour, 3 hypothèses différentes et 3 victoires de Georges Mella. La plus serrée, celle d'une triangulaire, un seul petit point séparerait le maire sortant du candidat de Porto Vecchio Altrimante, liste d'union entre la gauche et les nationalistes dits modérés. De quoi encourager Jean-Christophe Angelini. Avec quelques points d'écart au premier tour, 1 point ou 2 d'écart en triangulaire, et de toute façon une élection très ouverte a priori, nous allons redoubler d'efforts. Et encore une fois, je le dis, nous comptons bien gagner cette élection pour les porto-vecchiais. Nous ne serons ni prétentieux ni présomptueux, nous allons attendre les résultats du premier tour et en déduire toutes les hypothèses possibles d'ici là. Car 2 autres cas de figure ont été étudiés par l'Institut de sondage Opinionway. Tout d'abord, celui d'un duel simple entre les 2 principaux candidats. Georges Mella devancerait encore et toujours Jean-Christophe Angelini avec 54% contre 46%. Le maire sortant serait aussi en tête avec 4 points d'écart d'un duel qui verrait une union entre Campa Altrimante et Uriacuisto di Porto Vecchio. Une hypothèse qui paraît de moins en moins probable pour des indépendantistes qui se maintiendraient pour la première fois au second tour d'une élection à Porto Vecchio. On dit depuis longtemps qu'on sera présent au second tour, qu'on allait passer la barre des 10%. Il ne peut pas y avoir pour nous d'arrangement électoral et électoraliste. Pour les 2 hypothèses de duel, près d'un porto-vecchien sur 4 n'a pas souhaité donner son avis. Un détail à prendre en compte et à ajouter à une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à 4 points entre le sondage et la réalité. Et c'est dans ce contexte que Georges Mella a tenu hier soir une réunion publique en présence de ses colistiers, dont le député Camille de Rocasser. Des maires des communes environnantes étaient présents, tout comme le président du Conseil général de Corse du Sud, Jean-Jacques Panunzi, principal axe de l'intervention du maire sortant de Porto Vecchio, la défense de son bilan. Le système coopératif pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat et favoriser l'accès au logement, c'est ce que propose Unalbano Vaper Bastille. Les candidats indépendantistes de Bastia ont détaillé ces propositions. Les précisions, Solange Gradiani et Paul-Antoine Franceschi. En préambule, Éric Simone tenait à éclaircir un point. Ce ne sont pas les combinaisons éventuelles du second tour qui intéressent les Bastiais, mais plutôt les problèmes auxquels ils sont confrontés, un pouvoir d'achat en baisse et des difficultés pour se loger. Sur ce sujet, la liste Unalbano Vaper Bastille propose de favoriser les coopératives d'habitants. Plusieurs personnes s'associent pour acheter un terrain et construire un immeuble sans promoteur immobilier, un système déjà mis en place en Suisse, en Norvège et au Québec. Ce sont des mesures qui permettent à des gens d'avoir un projet pour leur logement, de l'autofinancer et de le gérer. Et ça permet l'accession à la location et à la propriété à des gens qui ne rentrent pas dans le cadre de l'attribution des logements sociaux, mais qui n'ont pas les moyens